Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous et on commence tout de suite parce que la semaine passée j'ai beaucoup lu. Lundi dernier j'étais en train de lire D'autres royaumes de Richard Matheson publié chez J'ai lu dans leur collection Nouveau millénaire, il est sorti début du mois et raconte donc l'histoire de Alex White qui en 1918 s'installe dans un petit village anglais qui s'appelle Gatford et qui est entouré d'une forêt que l'on dit hantée avec des esprits maléfiques qui semblent y rôder. Je pensais que ça allait être un livre beaucoup plus horreur, beaucoup plus épouvante, finalement non, c'est du fantastique, c'est de la fantaisie, c'est même parfois assez mignon. Voilà, ça parle de sorcières, de fées, etc. etc. Ça m'a bien plu généralement. Maintenant il y a un gros défaut, c'est que le narrateur n'arrête pas de sortir du texte en fait. Donc Alex White à l'heure actuelle il a 82 ans et il revient donc sur ce qui s'est passé quand il avait 18 ans et qu'il était donc à Gatford. Et très souvent, j'ai envie de dire tous les 2 pages quasiment, il sort du récit comme ça pour nous dire « Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il s'est passé ça avant, etc. Mais vous savez, je suis vieux, j'ai 82 ans, j'oublie des trucs. » Et constamment, il fait ça, constamment, il nous sort du récit et moi j'ai pas du tout apprécié ça parce que voilà, quand on est dans le récit, quand on est bien, qu'il y a un petit gars à côté qui dit « Ah, au fait, vous savez, ça s'est passé, j'en suis bien réchappé, etc. » Ben voilà, ça tue un peu le suspense, ça tue un peu le mystère, c'est un peu dommage. Mais c'était quand même très agréable. Ma chronique arrive dans la semaine. Après je suis passée à un manga, donc le 7e tome de Princesse Jellyfish d'Akiko Higashimura publié chez Delcourt. Ben voilà. Encore un tome super, on apprend beaucoup plus sur le personnage de Kuranosuke. C'était vraiment chouette d'en apprendre plus sur son enfance. Particulièrement, voilà, un très bon tome avec encore pas mal de gags. Ça reste une série agréable sur la longueur, donc espérons que ça reste comme ça pour la suite. Après donc j'ai lu le roman historique que j'avais prévu de lire, donc Les Vikings de Novgorod de Marina Dedeyan, que j'ai terminé hier dimanche. Il me restait 200 pages à lire hier matin et finalement c'est passé tout seul. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. On suit donc Rurik qui est un chef viking qui va être appelé à Novgorod par donc le prince de la ville qui est le vieux Gostmosils, c'est ça? Ouais. Qui va lui demander de l'aide parce qu'il n'arrête pas de se faire attaquer par d'autres slaves. C'est un peu ballot. Et donc Rurik va lui proposer son aide et il y a il va se passer plein de trucs, des complots, des guerres, de l'amour également, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est un roman qui a vraiment tous les bons ingrédients pour passer un bon moment. En plus, il y a pas mal de vocabulaire qui nous est donné, donc à la fois du vocabulaire scandinave et slave, vu qu'on a les deux nations, j'ai un peu envie de dire. Donc on a un lexique à la fin du roman pour nous expliquer un peu tout ça, et il y a également une notice à la fin pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé, ce qu'on sait vraiment sur Rurik, parce qu'on en sait finalement très peu sur ce personnage légendaire, et Marina Dedeyan a dû énormément combler les trous, donc voilà, c'est pas mal d'après à la fin de nous faire une petite piqûre pour nous dire bon, alors voilà, je me suis basée sur tel et tel fait, le reste j'ai inventé, ça c'est pas mal. Et voilà, l'histoire, comme je vous dis, elle était vraiment haletante, il y avait vraiment tout plein de trucs, plein d'intrigues, vraiment très chouettes, et puis un style très bon, qui donne envie de se lancer, qui... voilà, dès le début, après 20 pages, je savais déjà que j'allais passer un super moment parce que je sentais que j'appréciais l'écriture de l'auteur, qu'elle arrivait vraiment à m'emmener dans son univers de vikings, donc voilà, je vous le conseille si vous aimez les vikings, ou si vous voulez en apprendre plus sur eux. Petit point à signaler, c'est que moi je pensais que ça allait vraiment reprendre toute la vie de Rurik, alors que ce tome c'est un petit peu le commencement, sa rencontre avec les Slaves qui va changer sa vie, hein, en grande partie, et donc j'ai envie de dire que ce roman de 400 pages il se passe sur quoi, 1 ou 2 ans maximum, donc voilà, ça raconte pas toute sa vie, tout ce qu'il a fait, mais le début. Mais c'est le plus intéressant, je pense. Alors... Après je suis passée donc à ce que je pensais allait être ma lecture en cours du moment, mais finalement je l'ai lu en quelques heures. Il s'agit de
Histoire de Rosa qui teint le monde dans sa main de Bernard Olivier, publié aux éditions Phébus avec une très jolie couverture. Comme vous voyez, c'est la chevelure rousse de Rosa. Donc Rosa, c'est qui? C'est une jeune femme qui a 23 ans, qui vit donc au début du XXe siècle en Normandie et qui a été mariée de force à 16 ans à un vieil ivrogne qui s'appelle Mathieu. Mathieu est maintenant, donc on est 8 ans après, hein, est devenu vraiment malade à cause justement que c'est un ivrogne, l'alcool l'a vraiment eu, donc il devient de plus en plus malade. Et Rosa, elle tient un café, une petite buvette, où viennent se regrouper donc les hommes du village. Et les hommes ont une drôle d'idée, c'est qu'il y a, je pense, c'est Alphonse et Gustave, les deux qui vont commencer à se dire bon, c'est moi le plus viril, c'est moi le meilleur baiser, c'est moi le vrai homme, etc. Et ils vont se lancer dans un pari et ils vont y mettre beaucoup d'argent. Et beaucoup d'hommes vont ensuite vouloir participer à ce pari. Et Rosa va être emmenée dans cette histoire. Je ne vous explique pas comment, mais je pense que vous voyez déjà un petit peu comment ça va se passer. Mais moi j'ai vraiment été happée par cette histoire. Parce que je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer pour Rosa, ce qui allait lui arriver, comment tout ça allait se terminer. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est presque un coup de cœur, franchement, parce que voilà, j'ai eu les 200 pages en quelques heures. J'avais pas envie de sortir du roman, j'avais envie de le finir au même moment que je l'avais commencé, quoi. Je veux dire, je voulais pas faire de pause tellement j'étais vraiment dans l'histoire et que voilà. C'est le premier roman de l'auteur, il écrit avant tout des essais et c'est franchement bien. J'avais peur un peu du langage, comment dire, vous savez, le langage de paysan que certains mettent parfois dans leurs romans et qui moi je trouve super désagréable parce que je sais que c'est pour donner un effet réel à leur histoire, mais voilà, moi je passe mon temps à déchiffrer ce genre de phrases où ils chipotent avec les mots, ils disent un mot sur deux, c'est pas du tout compréhensible. Et là ça va, je pense qu'il y a juste un des gars sur les 9 ou 10 qui a un langage comme ça, mais les autres parlent un français correct, on va dire, donc c'est beaucoup plus facile à lire pour moi. Et donc j'ai terminé hier soir par lire un autre manga. Il s'agit de Bonne Nuit Poun Poun, le tome 6 d'Inyo Asano, publié chez Kana dans la collection Big Kana. Je sais pas si vous voyez vraiment le relief là. Oh. Là comme ça, ouais. Bon voilà, c'est Poun Poun Mama pardon, qui est en couverture et qui a vraiment un des grands rôles principaux dans ce tome-ci. Poun Poun a 15-16 ans au début du tome, il finira par en avoir 18 à la fin. Et voilà, il est en pleine adolescence, il lui arrive plein de trucs et on apprend également beaucoup sur sa mère, comme je vous racontais, qui devient vraiment très très importante, qui m'a agacée 90% du manga, j'ai envie de dire, mais voilà, encore un très très bon tome et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que ça finit par un événement super important dans la vie de Poun Poun. Et voilà, j'ai super hâte que le tome 7 sort. Si vous êtes intéressé par la saga, Inyo Asano a annoncé il y a quelques mois que la série compterait 14 tomes au final. Donc voilà pour mes lectures passées, c'était déjà pas mal, hein. Et donc j'ai commencé ce matin mon nouveau roman, je suis vraiment pas loin comme vous pouvez le voir. Voilà, non, si, voilà, j'ai lu 10 pages. Il s'agit donc de Magie Noire à Soho, qui est le deuxième tome du dernier apprenti sorcier de Ben Aronovich, publié aux éditions Nouveau Millénaire. Alors pourquoi je lis? Pour 3 raisons. La première, c'est qu'il a été tiré au sort par le choix du Chapelier Fou. Voilà. Le deuxième, c'est que le tome 3, qui s'appelle Rêve souterrain, quelque chose comme ça, sort le 6 mars prochain, donc j'avais envie de me mettre à jour dans la saga. Et en plus, Ben Aronovich, qui est donc l'auteur de cette saga, sera présent à Trolls et Légendes, donc à Mons fin mars, et j'ai hâte de le rencontrer, et donc j'aimerais bien avancer dans sa série pour pouvoir en parler plus avec lui. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas donc Le Dernier Apprenti Sorcier, ça parle de Peter Grant, qui est un jeune policier noir qui vient de finir sa formation donc au début du tome 1, et qui doit donc être dispatché dans l'équipe de police pour laquelle il va travailler par la suite. Et Nightingale va remarquer que Peter a la faculté de pouvoir voir et parler aux fantômes, et il va donc lui proposer de rentrer dans sa brigade des affaires surnaturelles.
Et donc il y a deux gros penchants dans cette histoire. Il y a le penchant où on apprend, où on résout les enquêtes criminelles, etc. surnaturelles qu'il y a à Londres avec Nightingale et Peter. Et deuxièmement, il y a tout l'apprentissage de Peter en tant qu'apprenti sorcier, qui doit donc apprendre à jeter des sorts, à manier le feu, à apprendre le latin entre autres. Voilà, il y a tout cet aspect apprentissage qui est très très intéressant également. Et ce qui fait la particularité de ce récit, c'est surtout sa British touch, j'ai envie de dire, vu que c'est un écrivain anglais qui voilà, utilise beaucoup l'humour anglais. Il y a les références, toutes les références relatives à Londres, etc. Et voilà, à chaque fois que je vois dans la quatrième de couverture, ils font référence à d'autres séries, enfin des séries télévisées anglaises telles que Doctor Who, Sherlock, je sais pas s'il y a d'autres avec l'humour anglais, je sais pas, Monty Python peut-être. Voilà, vous voyez le genre, donc c'est dans cette veine là et c'est dans cette veine fantastique surtout que moi j'aime beaucoup, donc voilà. Ça va me tenir une bonne partie de la semaine parce qu'il fait quasiment 400 pages, mais je sais que je vais passer un bon moment également. Et ma prochaine lecture, faut que je pense à lire mon classique du mois. Et ce sera également un livre fantastique, comme ça je l'utilise pour le challenge font classique. Pratique, n'est-ce pas? Il s'agit donc de Le Joyau des 7 étoiles de Bram Stoker, publié aux éditions Terre des Brumes. Une histoire qu'on connaît très peu finalement. Bram Stoker, on pense tout de suite à Dracula, mais on ne sait pas qu'il a écrit d'autres trucs, mais finalement si. Alors cette histoire-ci, vous le connaissez peut-être via une de ses adaptations cinématographiques qui a été faite au début des années 80 avec Charlton Heston, ça s'appelait La malédiction de la vallée des rois. Un film culte pour mon père, qui voulait d'ailleurs m'appeler comme la reine égyptienne dont ça parle, faut vous dire. Bon, bref, donc ça parle d'un archéologue qui va retrouver la tombe de la reine Kara. Et voilà, la tombe est scellée, il y a plein d'inscriptions, hiéroglyphes pour expliquer que cette tombe est maudite. Mais ils vont pas du tout suivre ces histoires, ils vont ouvrir le tombeau et il va se passer pas mal de trucs comme vous pouvez l'imaginer. Je connais donc l'histoire via le film, j'espère que le livre sera bien, voire même mieux, parce que c'est quand même considéré comme un gros nanar, même si moi personnellement je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Ce sera déjà bien si j'arrive à lire tout ça, parce que je pense que j'aurai une semaine assez chargée. En tout cas, moi je vous souhaite une très très bonne lecture, une belle semaine, et je vous dis à très très bientôt. Ciao!